Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la musique se livre sur les Beatles et je suis ravi de recevoir Jean-Michel Guédon, co-auteur avec Philippe Margottin de Les Beatles La Totale, publié chez EPA Éditions. Exceptionnellement, pas de longue intro de ma part, d'abord parce que tout ou presque a été dit sur Paul, John, George et Ringo, ensuite parce qu'avec Jean-Michel, il a été tellement difficile de choisir les titres de la playlist que nous avons énormément de morceaux à passer en revue, donc rentrons directement dans le vif du sujet. Jean-Michel Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de la musique se livre, on peut le dire, oui. Avec votre complice, Philippe Margottin. Vous avez pris l'habitude de décortiquer la discographie de grands groupes et artistes, plutôt des années 60-70. Oui. Ainsi, vous avez déjà analysé en détail toutes les chansons de Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob Dylan, les Rolling Stones et les Beatles. Je crois même que la Total Beatles, c'était le premier ouvrage. C'était le premier, c'est celui qui a lancé la collection. C'était pour moi, c'est une idée qui me tenait à cœur parce que je voulais rendre hommage aux Beatles qui m'ont tant apporté dans ma vie et c'est parti de là. Alors comme je le disais en introduction, une émission très riche aujourd'hui. On va donc écouter le premier titre sélectionné et se plonger dans l'histoire des Beatles et de leurs chansons. 1, 2, 3, 4. I Saw Her Standing There, le premier titre du premier album des Beatles, Please Please Me, sorti le 22 mars 1963, et dont la quasi-totalité des titres sont enregistrés, dites-vous, en 12 heures le 11 février de la même année. Bah oui, ça fait rêver parce que voilà, à l'époque ils étaient très 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 efficaces. En fait, pour eux, c'était quelque part assez facile parce qu'ils ont joué le répertoire qui jouait sur scène. C'est ce que en fait George Martin voulait. Donc ils ont tout joué en 12 heures, ce qui est absolument extraordinaire quand on voit la qualité et le résultat qu'il en sort de ce disque. Et I Saw Her Standing There et le morceau qui démarre la discographie des Beatles. C'est le premier titre de l'album et c'est le premier titre qu'on entend des Beatles. Donc il a une valeur symbolique extraordinaire. C'est une chanson que Paul a plutôt composée par rapport à John. Et en fait, c'est une chanson qu'il composait sur les bancs de l'école, donc. On va dire sur les bancs de l'école, lorsque John était à l'université et Paul au lycée. Et voilà, et ils se retrouvaient dans la maison de Paul et ils composaient ensemble, piano, guitare, et ça donnait cette chanson. Et donc, de cette collaboration, de ce morceau, on peut dire, est née leur véritable collaboration, parce que au niveau du texte, par exemple, il y avait une phrase qui dit well, she was just 17, et Paul avait dit she's not a beauty queen, but not a beauty queen, qui n'est pas une belle, elle avait juste 17 ans mais pas vraiment une reine de beauté. Et John lui dit mais attends, c'est nul ça, plutôt on va mettre you know what I mean, ce qui veut dire tu sais ce que je veux dire, donc avec plein de sous-entendus, ce qui est l'opposition entre McCartney et Lennon qui a fait la réussite de leur duo. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire de cette chanson, c'est que c'est un rock qui est absolument superbe, enregistré en une prise. Ils ont rajouté par overdub juste des claps, c'est tout, parce qu'évidemment ils pouvaient pas les faire en jouant à l'époque. C'est enregistré sur un 2 pistes, un magnétophone 2 pistes, voilà. S'il y a une petite anecdote qui est très 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 amusante, c'est que lorsque les Américains, la maison de disques américaine a reçu les bandmasters, la maison de disques s'appelait VJ Records à l'époque. Ils ont entendu le démarrage de la chanson qui commence par Paul qui dit 1, 2, 3, 4. Ils se sont dit merde, ils ont oublié de couper ça au montage. Alors ils n'ont rien trouvé de mieux que de couper ça, sauf que manque de bol, c'est que le 4 et on entend la musique qui démarre sur le 4. Alors ils se sont dit on va laisser 4. Donc, ce qui fait que la version américaine de sur VJ Records commence sur le 4. Commence sur le 4. 4 et le morceau commence. Comme on va passer assez vite sur les premières années dans cette sélection, cet album connaît un succès immédiat. Absolument, c'est là où tout commence. C'est-à-dire que dedans il y a le hit qui est Please Please Me. Et là, ils sont numéro 1 partout. Et là, ça commence à être la Beatle mania, en tout cas anglaise, pas encore à une échelle mondiale, mais le disque cartonne tout de suite. Et là, ils vont jamais décoller des numéros 1 jusqu'à la fin de leur carrière. Alors que les fans nous pardonnent, nous faisons un bond dans la discographie. Direction Rubber Soul. En mauvaise langue, j'ai envie de dire, quand ça commence à devenir sérieux. Nous allons écouter Girl. Mais avant, c'est vous, Jean-Michel, que l'on va écouter. Pourquoi ce titre ?
Parce que ce titre, c'est un peu le pendant à Michel, la chanson de Paul, et qui prouve que Lennon savait écrire des chansons avec des mélodies absolument sublimes et superbes. Donc je tenais à mettre cette chanson. Je pense qu'elle aurait dû sortir en single parce qu'elle a une force exceptionnelle. On peut retenir, par exemple, le point fort de cette chanson, et c'est McCartney qui le dit, pour lui, un des plus grands souvenirs des enregistrements des Beatles, c'est quand John prenait sa respiration sur le refrain « Oh girl ». Bien oui. Et là, et pour lui, c'est resté gravé dans sa mémoire, et à chaque fois qu'il en parle, il cite ce moment-là. Mais ce qui est de très marrant dans cette chanson, il y a un côté très très rigolo, c'est que il y a une partie instrumentale. Sur la partie instrumentale, John et Paul font des chœurs. Et les chœurs font tit 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 tit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ils chantaient dit 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 dans les chœurs. Et puis ils se sont dit, oh attends, on va rigoler, on va mettre tit tit tit. Tit en anglais veut dire nichon. Voilà, donc ils enregistrent ça. Et puis il y a George Martin, leur producteur, qui dit excusez-moi, mais vous avez bien dit dites et pas tites. Non, bien sûr, George, on a bien dit dites. Et en fait, ils avaient enregistré tit, tit, tit. Donc, ce qui est très amusant. Nous allons maintenant et déjà faire une incartade sur l'album Revolver, qui sort 9 mois après, le 5 août 1966. Et on commence avec I'm Only Sleeping. Dire que le style Lennon est arrivé à maturité là. Oui, alors voilà, c'est l'archétype de la chanson lennonienne, peut-on dire, parce que là, donc, dans les paroles, c'est tout à fait un univers onirique. Lennon était quelqu'un qui adorait rester au lit, et puis au lit, pas seulement avec des jeunes femmes, mais au lit, c'était un endroit pour lui, il se retrouvait où il laissait sa création totalement débridé, et c'est là où il écrivait beaucoup de choses. Donc cette chanson parle effectivement de je dors, je me laisse porter par le courant, etc. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu influencé par ce qui à l'époque il fumait. Ah oui, un petit peu, oui. Et mais c'est un thème récurrent parce que dans Double Blanc il écrit I'm so tired, c'est un peu pareil. Après avec Yoko ils ont fait des bed in, etc. Voilà, donc c'est un univers qu'il adore. Et cette chanson est absolument extraordinaire parce qu'elle fait partie déjà de Revolver, qui était un disque qui était une révolution dans l'histoire de la musique, parce que là ils ont apporté énormément de changements. C'est le disque où ils ont arrêté de la scène, où ils se sont consacrés uniquement au studio. Ça commence à partir de là.
Et donc ils avaient tout le loisir pour expérimenter tout ce qu'ils voulaient en studio. Et notamment là, par exemple le playback, ils avaient enregistré la piste rythmique, basse, batterie, guitare, et pour lui donner plus de force, il avait ralenti. Lennon, lui, quand il chante, sa voix, on l'accélère. Et au final, quand on mixe le tout, ils accélèrent un petit peu le mix, ce qui fait que ça donne un peu un univers étrange, absolument génial. Et ce qui est aussi très important de cette chanson, c'est le premier solo qui est pensé et reproduit à l'envers. C'est-à-dire George Harrison, en fait, ils avaient quelque temps auparavant enregistré Rain, qui est le premier morceau où on utilise, où quelqu'un a utilisé des bandes à l'envers. Et en travaillant sur ce morceau, par erreur, l'ingénieur du son passe une guitare à l'envers, et les Beatles disent « Waouh, c'est génial ça !» Du coup, George Harrison dit « Moi, je vais faire le solo à l'envers ». Ce qui fait qu'en fait, il fait pas de solo à l'envers, mais il étudie les notes qui pourront sonner, qui pourront faire sens et donner quelque chose, qui donneront un sens reproduite à l'envers. Donc, apparemment, il aurait passé 6 heures pour parvenir à ça. Ça dure à peine 10 secondes sur le disque, mais il a passé 6 heures quand même à faire ça. Donc, voilà. C'est les Beatles. Alors on va poursuivre cette plongée dans Revolver avec Here, There and Everywhere, que vous qualifiez comme l'une des plus belles créations de Paul McCartney. J'adore ce genre de phrase parce que j'entends déjà une partie des auditeurs pester quand on dit c'est la plus belle et tout. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous la présentez. C'est l'une des plus belles. D'ailleurs, c'est ce que dit McCartney lui-même. Il l'affirme. Il dit c'est l'une des plus belles chansons que j'ai jamais écrites, et ce que disait également Lennon. Donc voilà. Oui, et c'est une chanson extraordinaire. C'est une chanson qu'il a écrite alors qu'il attendait John, qui dormait encore, qui n'était pas réveillé. Il l'attendait pour travailler avec lui, pour composer. Il était au bord de sa piscine, et puis soudain, les accords lui sont venus, et il aurait écrit pratiquement toute la chanson comme ça en l'attendant. Voilà. Donc, ce qui est formidable, c'est que cette chanson est une réponse en quelque sorte au formidable disque des Beach Boys, qui à l'époque n'était pas encore sorti, qui allait sortir, mais que un des membres des Beach Boys leur avait fait découvrir. Il avait fait découvrir les bandes avant qu'elles soient donc dupliquées. C'est Pet Sounds, ce fameux Pet Sounds, où il y a énormément de chœurs, etc. Donc McCartney, qui avait été absolument séduit et bouleversé par ce disque, s'est dit, moi aussi, je vais écrire une chanson avec des jolis chœurs. Donc c'est ce qu'il a fait avec cette chanson Here, There and Everywhere. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il avait dans la tête de chanter un peu comme Marianne Faithfull à l'époque, celle qui chantait As Tears Goes By. Et en fait, évidemment, c'est pas la Marianne Faithfull avec la voix de Tom Waits ou de Joe Cocker. Et pour obtenir une qualité un peu plus haute, pareil, ils ont accéléré la bande pour donner une tessiture un tout petit peu plus haute. C'est vrai que c'est magnifique. Et la suite aussi. Page 343, vous dites à propos de For No One que c'est un des meilleurs titres de Paul McCartney, encore une fois. Encore une fois, oui, il en a beaucoup. La liste est assez longue. Mais oui, mais c'est une sublime chanson que McCartney, en fait, pareil, il l'a écrite. En fait, il était en vacances en Suisse avec Jan Asher, qui était sa copine à l'époque, sa petite amie. Et après une dispute, il s'était réfugié dans la salle de bain. Pourquoi la salle de bain ? Parce que McCartney adorait l'écho qu'on pouvait obtenir dans la salle de bain, ce qui lui permettait de mieux se concentrer et de composer. Donc il a composé cette chanson dans la salle de bain de son chalet en Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson où il y a en fait juste Paul et Ringo qui participent, ni George ni John ne participent à l'enregistrement. Elle est très simple, mais elle est subtile. Paul voulait un corps d'harmonie, que quelqu'un joue un corps d'harmonie, parce que c'est un instrument qu'il adorait depuis son enfance. Donc il dit à George Martin, écoute, je voudrais enregistrer un corps d'harmonie. Alors George Martin dit, ok, pas de souci. Paul lui dit, voilà, j'ai le solo. Il lui chante le solo. George Martin note, parce que Paul, comme aucun des Beatles ne savait écrire la musique, c'était George Martin qui leur servait de crayon. Et voilà. Et il dit, voilà, le solo, il est comme ça. Et
George Martin s'était rendu compte que dans ce qu'il avait écrit, il y avait une note que un joueur de corde d'harmonie ne pouvait pas atteindre, ou alors très 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 difficilement. C'était un ré. Voilà, donc ils disent rien. Ils font venir Alan Civil, qui est le gars qui va enregistrer, qui est un musicien classique très connu. Et il regarde la partition et puis il dit excuse-moi George, c'est bien un ré que tu as écrit. Oui. Et puis il baisse la tête et l'autre il comprend que bon, il faut qu'il essaye. Et il sort le solo, il fait une prise parfaite. McCartney dit on va refaire une deuxième, ce sera peut-être meilleur. Et là, Martin lui dit écoute, non, tu vas le laisser tranquille parce que ce qu'il a sorti, c'est absolument exceptionnel. Voilà, donc on va garder ça. Donc voilà, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on retrouve sur le disque, la première version, la première prise faite par Alan Civil dans le solo de corps d'harmonie. Nous arrivons en 1967, Jean-Michel, avec un classique parmi les classiques, Strawberry Fields Forever. Ça aussi, voilà, dans la totale, on nous raconte aussi les histoires de titres aussi légendaires. Voilà, Strawberry Fields Forever, donc a été enregistré en fin 66 en fait. Et c'était une chanson qui était destinée à Sgt Pepper à l'origine. D'ailleurs, George Martin dira une des plus grandes erreurs que j'ai fait de ma vie, c'est de les obliger à sortir un 45 tours double face A, Sgt Pepper et Penny Lane. Chacun représentait une face A parce qu'ils n'arrivaient pas à départager lequel était le meilleur. George Martin regrettera jusqu'à la fin de sa vie d'avoir sorti ces deux chansons sur un single et de ne pas les avoir inclus sur Sgt Pepper. Voilà. Donc je pense qu'effectivement il a raison. Il aurait dû les inclure. Voilà. Alors l'histoire de Strawberry Fields, c'est une chanson entièrement faite par John Lennon, écrite et composée. Il l'a composée et écrite alors qu'il était en plein tournage à Almeria en Espagne sur un film qui s'appelait How I Won the War de Richard Lester, celui qui avait fait les deux films précédents des Beatles, Help et Hard as Night. Donc il écrit la chanson là-bas, il revient à Bale Road, il fait écouter ça à George Martin sur sa guitare, et Martin lui dit écoute, c'est absolument génial ton truc. Donc ils enregistrent la chanson et ils font deux versions en gros de cette chanson, une version on va dire plus légère, une version plus hard. Et Lennon dit écoute George, moi j'aime bien les deux versions et voilà, j'aimerais que tu choisisses la première partie de la première version et la deuxième partie de la deuxième version. Et Martin lui dit mais attends, c'est pas possible parce que elles ont sont pas dans la même tonalité, pas vraiment à la même vitesse. Il dit c'est pas grave, tu vas t'en arranger. Bon, OK, super. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'était pas aussi facile, il n'y avait pas de Pro Tools. Donc il dit bon, on va tenter ça avec Geoff Emerick, l'ingénieur du son de l'époque. Ce qui se passe, c'est que la première partie, il l'accélère un petit peu, et la deuxième partie, au point de jonction, il la ralentisse pour arriver à la même vitesse et pour faire coller la tessiture. Et miracle, ça marche. Donc, pour ceux qui veulent connaître le point de jonction, je les encourage à acheter les Beatles, la totale, et ils sauront où c'est. Bien sûr. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir sur cette chanson, y a plein de choses. C'est que on pensait que les paroles étaient un peu, on va dire, surréalistes, etc. Mais en fait, non. John il dit dans sa chanson, en fait, ça sera Strawberry Fields, c'était l'armée du salut qui se trouvait près d'où habitait John. Et il s'y rendait gamin. Il adorait ce truc-là. Il s'y rendait gamin. Le soir, il dormait, il se planquait, il dormait dans les chambres. Un jour, il s'est fait piquer. Et le flic lui dit écoute, la prochaine fois, je te préviens, tu vas en prison. Et dans sa chanson, à un moment, il dit and nothing to get hung about. Il n'y a aucune raison d'être pendu. Et en fait, c'est une allusion à ce flic qui lui avait dit la prochaine fois, tu iras en prison. Mais ça, peu de gens le savent. C'est comme il parle d'un arbre, il dit no one is in my tree. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, c'est parce que dans la cour de Strawberry Fields, il y avait un arbre énorme et qui un jour a pris la foudre et qui a brûlé, qui a disparu aujourd'hui. Et il y a une dernière chose par rapport à Strawberry Fields. Il y a une légende qui dit que après la mort de Lennon, Yoko s'est rendue avec Sean un soir dans la propriété de Strawberry Fields avec une sorte de vase. Voilà. Et on pense qu'en fait certains disent que c'était les cendres de John qu'elle aurait dispersées dans le parc de Strawberry Fields.
1968, l'album blanc sort le 29 novembre, on a plusieurs morceaux à écouter. L'inspiration de Paul et John est constante, une rencontre, un fait divers, une histoire d'amour, une conversation sont autant de sources créatrices. Dans ce cas précis, il s'agit d'une couverture de magazine, vous nous en parlez juste après. Alors Jean-Michel, est-ce que le bonheur est un flingue chaud ? Revu et corrigé par Lennon, oui, absolument. Donc c'est très marrant parce que c'est vrai que l'idée lui est venue en fait. C'est George Martin qui un jour lui dit tiens, il lui passe une revue de chasse et sur la couverture il y avait un fusil qui fumait et il y avait marqué Happiness is a warm gun in your hand. Ce qui veut dire le bonheur est un fusil chaud entre tes mains. Alors Lennon a été complètement choqué par ce genre de truc et il a écrit une chanson surréaliste qui ne veut strictement rien dire, mais qui est certainement une des meilleures chansons du double blanc, ce qui est en tout cas l'avis de McCartney et de Harrison, qui trouvaient cette chanson absolument extraordinaire. En fait, elle est composée de 3 morceaux différents de Lennon. Donc ils les ont assemblés, ils ont mis beaucoup de temps à faire tourner tout ça, les Beatles en studio, et finalement ils y sont parvenus et ça donne une des meilleures chansons. Mais qui finit. Les 3 morceaux existaient de manière autonome, Absolument. ou au moment de la création de la chanson, il a décidé des 3 parties, ou ils Non, avaient non, été non, non, écrits dans des moments différents sur les sessions du blanc. Oui, très souvent les Beatles, enfin il n'y a pas que, enfin tous les créateurs, compositeurs ont plusieurs des bouts de chansons qui ne sont pas terminés et puis qui finalement ils trouvent que finalement tel bout pourrait faire un pont ou tel bout pour faire le refrain, etc., ou une fin ou un début. Et c'est le cas pour Happiness. Donc il avait 3 bouts de morceaux. Et ça donne quelque chose d'absolument génial. Et ça finit par un hommage au groupe de doo-wop des années 50 avec Bang Bang Shoot Shoot. C'est absolument génial, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette chanson, en fait, il a écrite aussi un petit peu avec Yoko Ono dans la tête, puisqu'il la connaissait depuis peu. Et lorsqu'il chante Mother Superior Jumped the Gun, la mère supérieure a raté le départ. En fait, Mother Superior, c'était une référence à Yoko qui jusqu'à la fin de sa vie, il l'appellera Mother. Bon, j'ai pas du tout envie de vous couper sur votre lancée, donc on enchaîne avec Blackbird. Ouf, oui. Alors Blackbird, pareil, un des chefs-d'œuvre de McCartney. C'était une chanson. C'était une chanson, on va dire folk, acoustique, jouée par lui seul à la guitare acoustique. Lennon avait écrit un pendant qui s'appelait Julia sur sa mère, qui est absolument une chanson fabuleuse. Voilà, bon, j'ai choisi de parler de Blackbird parce que je l'adore personnellement. Elle est inspirée d'une bourrée de Jean-Sébastien Bach que lui et George Harrison essayaient de jouer quand ils étaient jeunes, quand ils étaient gamins. Ils avaient beaucoup de mal, mais enfin ils connaissaient quelques plans. Et McCartney avait toujours intrigué par la position des accords de la version dont qu'ils en avaient faite. Et il a sorti un chef-d'œuvre guitaristique que tous les guitaristes en herbe essayent de jouer et jouent parce qu'elle est pas difficile à jouer, elle est absolument superbe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que elle fait référence à la défense des droits civiques, etc. McCartney dira plus tard, après l'avoir écrite, qu'il pensait à Angela Davis, à l'époque, qui défendait les droits des Noirs. En tout cas, c'est une chanson qui se rapporte qui défend l'oppression des minorités. Et donc au niveau anecdote, dans la chanson, on entend ce qu'on a cru pendant très longtemps être un métronome qui accompagne McCartney, qui fait un tic-tac. Et en fait, c'est pas du tout un métronome, mais c'est McCartney qui bat la mesure avec ses chaussures en cuir two-tone, qui est donc il joue et pendant qu'il joue, il tape des pieds avec. Donc c'est une anecdote qui est confirmée par un film qui existe, un petit documentaire qu'avait fait sa copine de l'époque qui s'appelait Francie Schwartz, si je ne m'abuse. Et voilà. Et dernière petite anecdote, c'est qu'il voulait donc illustrer le morceau par le son d'un merle. Blackbird, c'est un merle. Manque de bol, le technicien chargé d'aller récupérer le son, le bruitage s'est trompé, il avait mis une grive. Et heureusement, Ken Scott, qui s'est chargé de l'enregistrement, s'en est rendu compte au dernier moment, ils ont mis un merle. Alors on écoute tout de suite Paul McCartney avec sa guitare, son merle et ses chaussures.
nous terminons cette balade dans le White Album avec une chanson qui aura un triste sort, Helter Skelter. Oui, Helter Skelter, effectivement, elle a été récupérée par Charles Manson et sa famille pour commettre des crimes dans la villa de Sharon Tate, la compagne à l'époque de Roman Polanski, parce qu'il avait, alors lui était absolument fou des Beatles, il pensait que c'était les quatre anges de l'Apocalypse, etc. Donc il avait décelé dans plein de chansons du Double Blanc des messages, soi-disant, donc Helter Skelter qui appelait à la révolte des Noirs, Piggies qui dénonçait les bourgeois, ou Revolution No. 9 où il entendait des trucs qui lui parlaient, etc. Donc ce qui est triste, c'est que avec le sang de Sharon Tate et Manson, enfin les gens de sa famille, parce que Manson n'y était pas, il les avait envoyés, il s'était bien gardé de commettre des crimes. Ils avaient écrit avec le sang de Sharon Tate sur les murs Helter Skelter. Donc là, c'est triste. Sinon, pour revenir à des choses plus sympathiques, Helter Skelter, c'est un des premiers hard rock de l'histoire du rock. C'est une chanson absolument furieuse et fabuleuse au niveau vocal. McCartney réalise un exploit fantastique qui renouvelle d'ailleurs toujours en concert à l'heure actuelle, même à son âge, et c'est une performance vocale étonnante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était en fait, il l'a écrite en réponse à un morceau des Who. Il avait lu une interview. Pete Townshend disait, moi, on vient d'écrire la chanson, d'enregistrer la chanson la plus féroce, la plus violente du rock and roll, qui s'appelle I Can See for Mile. Et McCartney, en l'écoutant, s'est dit, ouais, bon, c'est pas si terrible que ça. Je vais faire mieux. Donc ils ont enregistré ça. Et, pendant les séances, ils étaient complètement déchaînés, fous furieux. George Martin était parti en vacances, donc il se lâchait complètement. On raconte que George Harrison, pendant que McCartney enregistrait sa voix, s'était mis un cendrier sur la tête avec quelque chose qui brûlait dedans. Il courait autour du studio. Enfin, il s'était complètement éclaté, défoncé. Et il faut noter aussi que Ringo Starr, dedans, dans cette chanson, fait une performance étonnante. Il frappe comme un bûcheron. Et à la fin de la chanson, on l'entend dire, wow, I got blasters on my fingers, ce qui veut dire j'ai des ampoules aux mains. Non, il n'en pouvait plus, quoi. Quelle époque! 2 mois après l'album blanc, le 17 janvier 69, sort Yellow Submarine, et vous avez choisi de nous parler de Hey Bulldog. Oui, Hey Bulldog est une chanson sous-estimée des Beatles, écrite par Lennon. En fait, elle était prévue pour le documentaire, pour le film Yellow Submarine. Donc il manquait une chanson, donc Lennon s'y était collé. Et en fait, l'histoire est assez amusante parce qu'ils étaient en studio pour tourner un clip pour illustrer Lady Madonna que McCartney venait d'enregistrer. Et donc ils étaient en studio, puis ils se sont dit, au lieu d'attendre comme ça bêtement pour tourner des images, on a qu'à faire une chanson. Donc McCartney avait une idée en tête, mais Lennon qui dépassait tout le monde avec sa véhémence, il dit non, moi j'ai une chanson aussi, et c'était Hey Bulldog. Donc le morceau est absolument génial, et c'est un truc festif, on sent que les Beatles s'amusent, d'ailleurs ils s'éclatent totalement, on les entend aboyer, faire les dingues, etc. Et ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que c'est sans doute la toute dernière fois où ils étaient aussi joyeux en studio, parce qu'après ça allait tourner très 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 mal. Voilà, donc, et dernière chose à noter, c'est que dedans il y a une partie de basse de McCartney qui est absolument fabuleuse. Enfin, une anecdote, mais c'est pour ça qu'on vous reçoit, Michel, ce sont pour les anecdotes. C'est que le clip que vous pouvez voir de Lady Madonna, où on voit les Beatles en studio, en fait, on s'est rendu compte plus tard que c'était pas les images de Lady Madonna. Ils jouent pas du tout Lady Madonna, mais en fait, ils sont en train d'enregistrer Hey Bulldog. Donc, les Beatles eux-mêmes, à l'époque, ne s'en étaient pas rendus compte. C'est bien plus tard, je sais plus, leur manager, me semble-t-il, Neil Aspinall, voilà, le directeur de Apple, s'en est rendu compte, et en fait, c'était les images de Hey Bulldog qu'ils avaient mis sur sur la musique de Lady Madonna. On s'était promis de faire une émission sur les Beatles, Jean-Michel. Nous aurions dû prévoir une émission par album. Tant il y a à dire, on pourrait tenir de longues heures rien que sur Abbey Road, dont nous allons parler maintenant. Oui. Here Comes the Sun. Vous nous racontez un peu cette chanson avant que l'écoute? Il fallait absolument mettre un titre de George Harrison, qui était une pierre angulaire des Beatles, qui est quelqu'un qui a lutté durant toute la carrière des Beatles pour s'imposer évidemment devant le duo
Lennon-McCartney qui n'était pas si facile à déloger. Donc, mais enfin, tout le monde s'est rendu compte, y compris George Martin, plutôt sur la fin des Beatles, qu'il avait une puissance de création absolument égale à ses partenaires. Et Here Comes the Sun l'illustre parfaitement. C'est une chanson en fait qu'il a écrite parce que à l'époque tout allait mal entre les Beatles, c'était l'horreur. Ils avaient donc leur premier manager Brian Epstein était mort, donc ils l'avaient remplacé en tout cas. Tous, sauf McCartney, il l'avait remplacé par Alan Klein. McCartney n'en voulait pas, mais bon, enfin ça se passait très très mal. Et ils passaient leur temps à renégocier des contrats, à faire des réunions, à parler de comptabilité, etc. Et bon, ils en pouvaient plus. McCartney lui a écrit une chanson dans Abbey Road qui s'appelle You Never Give Me Your Money, qui parle de ça. Et George Harrison, lui, a écrit Here Comes the Sun. Donc, il explique, voilà, j'en avais marre, je suis sorti de là, c'était ces réunions interminables, j'en pouvais plus. Je suis allé chez moi, chez lui, il va chez lui, il y a Eric Clapton. Et tous les deux, ils prennent une guitare, ils vont dans le fond du jardin, en bas de la piscine, devant un champ qui dominait le bas de la piscine. Et puis c'est Clapton qui raconte. Et puis soudain, il dit, il y a George qui se met à chanter Here comes the sun. No, no. Et la chanson est partie de là. Il la termine plus tard en Sardaigne. Il fait chier tout le monde à répéter en permanence Here comes the sun, Here comes the sun. Mais en fait, la chanson était absolument fabuleuse. Ça part d'un gimmick qui tourne autour de l'accord de ré que les guitaristes connaissent très bien. Il y a des millions de possibilités, mais lui, il a trouvé une des bonnes possibilités. Et ça donne une chanson absolument merveilleuse. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de cette chanson, c'est qu'ils ont travaillé tous comme des malades, sauf un. C'est John Lennon qui n'était pas là, qui n'assistait pas, qui n'a rien enregistré du tout de cette chanson. Qui était couché. Peut-être. Vous avez sélectionné un autre titre, en réalité deux autres, mais nous manquons cruellement de temps. On parlait plutôt de cette inspiration qui était partout. Avec Because, il me semble que c'est en écoutant Yoko Ono jouer du piano que Lennon a une illumination. Absolument. Donc il écoute, elle est en train de jouer parce que Yoko a fait des études classiques, donc elle sait jouer un peu de piano. Elle jouait la sonate au clair de lune de Beethoven. Et Lennon lui dit, il est couché, il dit, encore une fois, il dit, attends, fais voir, recommence la séquence d'accords, mais à l'envers. Donc elle lui joue ça, puis ça l'aurait inspiré pour écrire Because. Bon, très sincèrement, moi-même, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. On voit pas très bien la relation, mais bon, c'est ce qu'il dit. Dans son esprit, ça donnait ça. Par contre, il a fait des bed-in à l'époque en 69 avec Yoko à Amsterdam, au Hilton d'Amsterdam, et là il en a tiré un disque absolument dingue qui s'appelait Wedding Album, et dedans on trouve des bribes de chansons. Il y en a une qui s'appelle Amsterdam, et dedans il y a la mélodie de Because. Donc voilà, donc il l'avait déjà quand même. Ce qu'on peut retenir de cette chanson, d'abord c'est une chanson absolument lumineuse avec des chœurs une fois de plus à la Beatles. Pour enregistrer ça, George Martin leur a dit, écoutez, alors c'est George Martin qui a écrit les arrangements pour les chœurs. Il y a 3 voix. Il a dit, vous mettez en cercle. Ils sont mis en cercle au milieu du studio, lumière tamisée, et ils ont chanté les chœurs comme ça. Et pour renforcer l'effet de chœur, ils ont triplé leur voix. Voilà. Donc ils ont enregistré 3 fois, et c'est ce qu'on entend. Allez, une petite précision sur Because de Michel. Oui, le clavecin que vous entendez tout au long de la chanson, en fait, c'est McCartney a racheté ce clavecin plus tard dans sa collection. Il l'a ressorti pour Free as a Bird, la chanson que les Beatles ont complétée, enfin les 3 survivants de l'époque ont complété en 1995 pour l'anthologie à partir d'une chanson de Lennon. Voilà, fallait le savoir. Dernier titre de votre sélection, Let It Be. Quand je vous ai dit que peut-être nous allions faire l'impasse sur cette chanson, j'ai senti que je nageais en plein blasphème. Je suis donc ravi que nous ayons le temps, oui on a le temps, d'en parler un instant. Oui, parce qu'en fait, elle est surtout symbolique. Let It Be, c'est pas la dernière chanson des Beatles, mais c'est le dernier album qui est sorti commercialement, bien que Abbey Road ait été enregistré après Let It Be, mais pour des raisons d'entente, etc. Et ils se mettaient pas d'accord sur comment finaliser Let It Be. Donc, ils avaient enregistré entre-temps Abbey Road, qui est sorti. Et après, Let It Be a été complété.
est sorti en 70 après Abbey Road. Voilà, chronologiquement c'est comme ça. Cette chanson quand même, mine de rien, c'est une chanson qui est absolument mélodiquement imparable. Alors évidemment on l'a beaucoup écoutée. Ce serait pas une de ses meilleures? Je dirais pas que c'est une de ses meilleures, mais elle fait partie des excellentes chansons de McCartney. Alors, Lennon la détestait. Il la déteste absolument. Plus tard, il dira, mais il voulait faire quoi? C'est un truc qu'il voulait faire. Ça ressemble à The Wings, à son Let It Be, McCartney. Il pensait à qui? Alors, il était persuadé qu'il avait pompé sur Bridge Over Troubled Water de Simon Garfunkel, mais le morceau était sorti après Let It Be, donc c'était forcément pas ça. Mais il aimait pas le morceau, donc, par exemple, quand ils enregistraient, c'est Lennon qui tenait la basse, et Lennon faisait exprès de faire une basse merdique avec des fausses notes, etc. Donc c'est un peu bête, c'est dommage. Mais cette chanson lui a été inspirée à McCartney par cette un bonne rêve. ambiance explique un peu la fin du groupe quand même. Ah oui. Pardon, je voulais pas vraiment vous couper, mais ça témoigne quand même. Ah oui, ça tournait en eau de boudin, ce qui est triste parce qu'au départ c'était vraiment une histoire d'amitié absolument formidable entre eux. Mais la vie les a séparés, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Je vous ai coupé sur les Let It Be, je suis désolé. Mais c'est pas grave. Et juste une précision, dans les chœurs, attention, qu'y a-t-il? Linda McCartney. Jean-Michel Guédon, merci d'être venu dans La Musique se livre pour nous parler des Beatles, et j'espère que pour votre prochain La Totale, qui je crois est sur Jimi Hendrix, vous nous rendrez visite avec Philippe Margottin. Avec un grand plaisir. Les Beatles La Totale est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies en 2 formats. En 2 formats, oui, il y a le format normal et un format plus petit, un format souple. Pour pouvoir se promener avec et le lire dans son lit. Le podcast de l'émission ainsi que la playlist de tous les titres diffusés sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de La Musique se livre. En 2001, George Harrison nous quittait. 3 ans après, il est intronisé par la très sérieuse institution du Rock'n'Roll Hall of Fame. Pour lui rendre hommage, Tom Petty, Jeff Lynne et le fils de George, Danny Harrison, interprètent While My Guitar Gently Weeps, une des rares chansons composées par Harrison et dont le solo de guitare légendaire était assuré par Eric Clapton. Lors de cette cérémonie, c'est un autre guitar héros qui va se prêter au jeu, Prince. Je vous invite à trouver cette vidéo sur internet dans les plus brefs délais. En attendant, nous allons écouter cette somptueuse reprise en espérant que George Harrison, Tom Petty et Prince continuent de faire de la musique là où ils sont. Je vous souhaite une très bonne soirée.